Bonjour à toutes et à tous. Donc on attend, professeur, Aguilanu avant de commencer. Alors un instant. Oui, parce que bonjour à toutes et à tous.
Donc, on attend Bernard. J'espère qu'il va pas tarder pour se connecter. Et on démarre tout de suite dès que Bernard, professeur Aguilani, sera disponible. Vous m'entendez? Oui, Bernard, on t'entend. Là, on Mais moi, t'entend ça fait très un quart bien. d'heure que je vous vois, que je vous entends, mais vous ne me voyez Bon, pas. bon bah, c'est pas grave. L'essentiel qu'on a réussi à Bon, nous je joindre suis désolé, hein, mais sans problème. Je pense qu'il y a... ok. Bon, bah, écoute, on va tâcher de... On peut commencer? Oui, je pense, on va, comme là, je pense, on peut démarrer sans tarder. Je te laisse la parole. Si tu peux D'accord. partager, Alors, je vais partager et mon c'est écran. super. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, on voit très bien. Super. Parfait. Donc, vous me voyez ou pas? Oui, on te voit et on voit tes diapos, Bernard. Très bien. Parfait. Bon, bah, je vais commencer. Bon, merci, merci à Cosmed de me permettre pour la deuxième fois d'intervenir dans ces webinaires. Donc, la première fois, nous avions parlé de la façon d'observer la réponse ventilatoire. Et aujourd'hui, on va rester sur la même thématique, mais en s'intéressant à la façon dont on observe la réponse ventilatoire dans les maladies cardiaques. Donc,
Obligatoirement, je vais faire des redites par rapport au premier webinaire, mais je vais essayer, pour ceux qui n'étaient pas présents la première fois ou pour les autres, de centrer, de faire un pas entre la physiologie respiratoire et l'usage que les cliniciens en font. Et notamment, en l'occurrence pour ce soir, l'usage que les cardiologues en font pour explorer, valider les pathologies dont ils ont la charge. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce topo « Ce que la réponse ventilatoire révèle sur les maladies cardiaques ». Et vous verrez que je vous dirai des choses que vous savez probablement, mais j'insisterai aussi sur les limites et les mésusages que l'on peut faire de la réponse ventilatoire quand un clinicien s'en sert pour avoir des repères et prendre des décisions. Il faut se rendre compte un peu du pas de côté qui est fait parfois. Parfois, ça n'a strictement aucune importance et parfois, ça a quand même des conséquences pratiques. Donc, en cardiologie, donc j'imagine qu'il y aura des cardiologues dans la salle aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. En cardiologie, quand on fait le score de stratification de risque pour les maladies cardiaques chroniques, on voit apparaître déjà depuis pas mal d'années, à l'initiative de Donna Mancini, la réponse ventilatoire. Donc vous voyez que sur cette diapositive, il y a évidemment le pic de VO2 qui a été le premier paramètre physiologique d'exercice à montrer sa valeur pronostique dans les maladies cardiaques chroniques et particulièrement dans l'insuffisance cardiaque. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que la réponse ventilatoire avait aussi un pouvoir pronostique au même titre que les autres éléments qui sont notés dans cette diapositive. Donc la réponse ventilatoire, c'est quoi? Ben, c'est très simple en définitive, c'est très simple et dans la façon de l'observer, c'est plus compliqué dans la façon de la comprendre. La réponse ventilatoire, c'est le passage de l'hyperpnée à l'hyperventilation, et on va revenir rapidement sur ces termes. Les cardiologues et les pneumologues et les physiologistes et les personnes qui s'occupent de sport sont très attentifs à cette transition entre l'hyperpnée et l'hyperventilation, qui dénomme le seuil ventilatoire. Mais lorsqu'on s'intéresse aussi à la pathologie, il peut être intéressant de regarder le mode ventilatoire pendant la période incrémentale, c'est-à-dire lorsque la ventilation augmente progressivement, mais aussi en récupération. Donc rapidement, pour vous rappeler ce que vous savez, c'est qu'au cours de l'exercice, la ventilation augmente de manière proportionnelle à la consommation d'oxygène pendant toute une partie, en général de 50 à 60% en moyenne de la puissance maximale, et la relation entre VE et VO2 est quasi linéaire, de sorte que jusqu'au moment du seuil ventilatoire, on peut avoir une valeur dite entre guillemets normale, au moins attendue, puisque la ventilation match parfaitement avec la consommation d'oxygène. Et au-delà du seuil ventilatoire, on a ce que l'on dénomme hyperventilation. Donc c'est un excès de langage de parler d'hyperventilation d'exercice pour dénommer toute la phase ventilatoire. Donc l'hyperventilation, c'est l'augmentation non linéaire de la ventilation au-delà du seuil ventilatoire. Et là, il n'y a pas de norme, parce que certains sujets, de manière physiologique, peuvent avoir un accroissement de la ventilation modéré, d'autres au contraire très important, sans pour autant avoir de pathologie explicative. Il faut aussi noter que l'hyperventilation, de même que l'hyperpnée, est plus élevée au fur et à mesure de l'âge, c'est-à-dire que lorsqu'on vieillit, pour des puissances sous-maximales, on a toujours une relation linéaire, on a une hyperpnée et une relation linéaire entre ventilation et consommation d'oxygène, mais à un niveau plus élevé, et l'hyperventilation est aussi décalée vers le haut, de sorte que lorsqu'on vieillit, on a une double peine. D'une part, on perd un peu de capacité ventilatoire, et d'autre part, pour la même consommation d'oxygène, donc pour la même dépense métabolique, on hyperventile davantage. Donc c'est intéressant de rappeler ça parce que les patients que l'on observe en maladie cardiaque chronique sont des sujets qui sont aussi âgés, et l'hyperventilation que l'on peut observer, ou l'hyperpnée exagérée que l'on peut observer, peut être en partie liée à l'âge et pas seulement à la maladie ventilatoire, à la maladie cardiaque. Alors, dans les traités de physiologie rédigés par des cliniciens ou dans une perspective clinique, on voit apparaître
que les cardiologues appellent le deuxième seuil ventilatoire, ou les gens qui s'occupent de médecine du sport, en pensant que c'est un autre seuil ventilatoire. En fait, il n'y a pas de deuxième seuil ventilatoire quand on regarde les choses assez précisément. Le deuxième seuil ventilatoire, on le repère lorsque le débit ventilatoire se détache de la production à la bouche, de l'élimination à la bouche du CO2. Et en fait, ce phénomène-là, qui est visuel, il n'est pas lié au fait que la ventilation augmente de manière extrêmement importante par rapport à la phase d'avant. Il est simplement lié au dégazage de CO2 qui atteint son point maximum. Et à un moment donné, le CO2 se dégaze moins parce qu'on a déjà dégazé la grande partie du stock de CO2 mobilisable, et il apparaît, lorsque l'on compare VE avec VCO2, ce deuxième décrochage. Mais ce décrochage est en fait non pas la conséquence de l'augmentation de la ventilation, qui existe évidemment, mais il est surtout visuel, et en fait, il est le témoignage du dégazage de CO2. Donc ce deuxième seuil ventilatoire se voit essentiellement chez les sujets sportifs, c'est-à-dire des sujets qui ont fait un exercice d'assez longue durée et qui ont pu, pendant la première partie de l'exercice, dégazer les 15 à 20 litres de CO2 mobilisables de la réserve alcaline. Et à ce moment-là, pour le même niveau de pression alvéolaire de CO2, le CO2 sort moins, et on voit ce décalage entre VE et CO2. Et c'est ce qui a permis à certains de dire c'est un seuil ventilatoire, deuxième seuil, en lui attribuant des raisons métaboliques. Ben, il n'y en a pas de raison métabolique, c'est purement un transfert de CO qui se fait, de CO2 qui se fait différent. Alors, ça a une petite conséquence à la fois conceptuelle, physiologique, mais aussi en termes de compréhension des phénomènes. Je vous donne par exemple l'exemple de cet article. Alors, cet article a été fait par des cliniciens allemands et des physiologistes. Ils ont pris 5 sujets et ils ont voulu absolument démontrer que l'hyperventilation était due à l'acidose lactique. Alors, je vous dis tout de suite, l'acidose lactique, ça n'existe pas parce que l'organisme en activité ne produit pas d'acide lactique. Il produit du lactate, de sodium ou de potassium, qui n'est pas un acide. La confusion vient du fait qu'en parallèle de la production de lactate, il y a une production de protons qui ne vient pas du lactate, qui vient d'autres substances. Et donc, on a trop rapidement conclu à la présence d'une acidose lactique. C'est un terme qu'on retrouve encore en pathologie, mais au cours d'exercices incrémental de 8 à 12 minutes, il n'y a pas d'acidose lactique. D'ailleurs, il n'y a jamais d'acidose lactique. Donc, ces auteurs ont pris 5 sujets, voulant démontrer le rôle de l'acidose dans l'hyperventilation. Ils ont fait quelque chose de très astucieux, c'est qu'ils ont fait une perfusion de bicarbonate pour faire un clan pH, c'est-à-dire bloquer le pH. Et vous voyez, ça c'est la diapositive que nous avons fait en reprenant leurs données avec leur autorisation. Et en fait, ils ont perfusé du CO2 et ils ont démontré dans leur papier que l'hyperventilation était essentiellement liée à l'acidose, parce que lorsqu'on enlevait l'acidose par la perfusion de bicarbonate, le rapport VE-VCO2 était plus bas. Donc, ça veut dire que si on enlève l'acidose, le rapport VE-VCO2 est plus bas, donc ils hyperventilent moins. Et en fait, c'est une erreur conceptuelle parce que lorsqu'on regarde les phénomènes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire lorsqu'on regarde en prenant leurs données, ils nous ont donné l'autorisation de traiter leurs données, lorsqu'on regarde leurs données et qu'on exprime non pas VE sur VCO2, mais VE simplement par rapport à la durée d'exercice, on voit que lorsque l'on enlève l'acidose, ça ne modifie absolument pas la réponse ventilatoire, à l'exception des 2 ou 3 derniers paliers, où on voit un petit décrochage de ventilation qui est de l'ordre de moins de 10%. En d'autres termes, l'acidose métabolique à l'exercice n'est pas un facteur d'hyperventilation. C'est assez contre-intuitif, puisque au repos, à l'inverse, l'acidose, comme dans l'acidocétose diabétique, entraîne une hyperventilation, mais pas à l'exercice. Donc vous voyez qu'à partir d'une façon de regarder le débit ventilatoire, c'est-à-dire VE-VCO2, on peut faire des erreurs conceptuelles et décrire une physiologie erronée. Alors ça, c'est simplement pour l'exemple, mais on va aller dans le cadre de la pathologie cardiaque où vous savez qu'on a l'habitude d'exprimer l'hyperventilation par le rapport VE-VCO2
et d'attribuer à ce rapport VE-VCO2 la notion de ventilatory efficiency. Alors, l'hyperventilation en cardiologie, pour y revenir, eh bien, c'est essentiellement un facteur de pronostic des maladies cardiaques, toutes, mais particulièrement de l'insuffisance cardiaque. Elle est beaucoup utilisée, cette hyperventilation, pour donner des conseils d'entraînement au SV1 et ceux qui s'occupent de sportifs au SV2, dont on a dit tout ce qu'il fallait en penser. Alors, cette histoire vient en fait d'une observation très ancienne des années 90, où il avait été constaté, à juste titre, que plus la gravité de l'insuffisance cardiaque était sévère, donc vous voyez, lorsque le VO2, la gravité est ici marquée par le VO2 inférieur à 12 millilitres par minute par kilo jusqu'au sujet normal, et on voit que à même VO2, les sujets insuffisants cardiaques qui ont un VO2 pic qui est très bas hyperventilent davantage. Et c'est en raison de cette observation-là que les cardiologues et les physiologistes associés aux cardiologues se sont dit, mais bon sang, ça c'est intéressant, on voit bien qu'il y a une relation entre la gravité de l'insuffisance cardiaque et la réponse ventilatoire. Et d'ailleurs, vous voyez à cet égard que dans cette diapositive un peu historique, c'est bien VE par rapport à VO2 qui est inscrit sur ce panel. Et là, c'est entre guillemets correct parce que VE ne modifie pas VO2 et VO2 ne modifie pas VE. Donc, il n'y a pas d'interrelation entre les deux variables, à l'inverse du rapport VE-VCO2. Alors, par la suite, il y a eu ces études que vous connaissez sur le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Lorsque le VO2 est supérieur à 15 millilitres par minute et par kilo et il n'y a pas d'hyperventilation, la mortalité est faible. Lorsque le sujet a un VO2 inférieur à 14 millilitres par minute et par kilo, là c'est 13,9, eh bien la mortalité augmente. Et lorsque le rapport VE-VCO2, qui veut traduire l'importance de l'hyperventilation, et ça le traduit indiscutablement, mais vous allez voir qu'il peut y avoir des causes d'erreur, eh bien, cette hyperventilation mesurée par ce rapport VE sur VCO2, dans cette étude supérieure à 45, eh bien, c'est un facteur pronostic indépendamment de la valeur de VO2. En d'autres termes, des sujets qui avaient un VO2, entre guillemets, correct, c'est-à-dire aux alentours de 20 millilitres par unité par kilo, mais qui hyperventilaient, avaient un pronostic défavorable. Donc ça nous dit quelque chose, quoi, c'est à réfléchir, mais ça nous dit quelque chose sur la gravité de l'insuffisance cardiaque. Et enfin, les patients qui avaient à la fois un VO2 max bas et une hyperventilation importante, eh bien, ils avaient un pronostic considérablement dégradé. Ça a été décliné dans l'hypertension artérielle pulmonaire et notre collègue Lavropanoff a montré absolument la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on hyperventile, là il a utilisé à la fois la pente et la valeur maximale du rapport VE sur VCO2, montrant que dans l'hypertension artérielle pulmonaire, la sévérité de l'hyperventilation était un facteur de pronostic. Mais ça ne dit pas, évidemment, qu'est-ce qui se joue dans cette observation-là. Alors, c'est justement la question qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire pourquoi constate-t-on une hyperventilation au cours des maladies cardiaques chroniques, que ce soit les insuffisances cardiaques chroniques de quelque origine que ce soit, ou que ce soit l'hypertension pulmonaire. Alors, pour faire très simple et aller très rapidement au sujet, mais évidemment, vous pouvez poser des questions plus précises par la suite, eh bien, l'hyperventilation, c'est essentiellement lié dans les maladies cardiaques chroniques aux afférences périphériques, musculaires, aux afférences à la fois métaboliques, les métaborécepteurs, et les afférences, les ergorécepteurs musculaires, qui stimulent la ventilation dans les maladies chroniques. Alors, est-ce que c'est lié à la chronicité en elle-même, ou est-ce que c'est lié à la maladie cardiaque qui altère ces afférences musculaires? Il y a toute une littérature et des hypothèses là-dessus. Puis le deuxième élément, mais il y en a d'autres, mais ce sont les deux plus importants, c'est que dans les maladies cardiaques chroniques, on peut avoir une augmentation de l'espace mort. Et si l'espace mort augmente, eh bien, la ventilation externe doit augmenter aussi, puisque l'espace mort, c'est de la ventilation qui ne participe pas aux échanges gazeux. Et dans la maladie chronique, que ce soit l'insuffisance cardiaque et davantage encore dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est la raréfaction vasculaire pulmonaire
qui est la principale cause de l'augmentation de l'espacement. Et en ce sens, le rapport VE-VCO2 n'est pas inintéressant parce qu'il traduit les deux phénomènes. Il traduit le premier phénomène, c'est l'augmentation de la ventilation en tant que telle, mais il traduit aussi, pour certaines pathologies, mais pas pour toutes, qu'il existe parfois des espaces morts. Et en fait, le rapport VE sur VCO2 combine ces deux éléments, mais toute la difficulté, c'est justement de dissocier ces deux éléments. Autre origine de l'espace mort chez les gens qui hyperventilent, c'est la façon dont ils hyperventilent, et on va le voir plus tard, lorsqu'on hyperventile de façon tachypnéique, et vous allez voir pourquoi et comment, eh bien, l'espacement augmente parce qu'on ventile davantage les voies aériennes qui ne participent pas aux échanges gazeux par rapport aux voies aériennes périphériques, très périphériques. Alors, je vais vous montrer une diapositive, une étude qui est absolument remarquable, qui a été faite en 2014. Ça a été reproduit par plusieurs collègues, à la fois dans les maladies chroniques respiratoires et dans la maladie cardiaque. C'est de regarder la ventilation en faisant des injections intratécales, donc dans la moelle, de fentanyl, pour inhiber justement les afférences périphériques. Alors, préalablement à cette injection de fentanyl, chez des sujets contrôle et chez des sujets qui ont une maladie cardiaque, eh bien, on vérifie par un test hypercapnique que le fentanyl n'altère pas la commande centrale. Et donc, on fait un test d'hyperventilation provoqué par l'inhalation de CO2 et on voit que le fentanyl n'altère absolument pas la réponse centrale qui pouvait éventuellement être perturbée par cette molécule anesthésiante. Alors, regardez bien cette diapositive, elle est intéressante et passionnante. Vous voyez, c'est un exercice en état stable, à une puissance progressive, mais en état stable pour la plupart du temps. Le débit ventilatoire en ordonnée, et vous voyez, quand on a un sujet, il hyperventile, la ventilation à un moment donné stagne parce que la puissance est maintenue. On voit que le contrôle, c'est-à-dire les sujets qui n'ont pas de fentanyl, les sujets qui ont du fentanyl, les sujets sains, ils ont la même hyperventilation. Mais chez les patients, ce n'est pas la même chose. Lorsque chez les patients, on a un placebo, on injecte dans la moelle un placebo, il y a l'hyperventilation, c'est les ronds noirs. Mais lorsqu'on injecte du fentanyl, eh bien, on voit une chute de la ventilation qui est très significative, puisque le débit ventilatoire passe de 63 à 44 litres uniquement par l'injection de fentanyl. Donc, on voit bien que ce sont les afférences périphériques qui stimulent la ventilation chez les patients atteints d'une insuffisance cardiaque, mais on aurait le même résultat dans d'autres pathologies. Alors, quand on regarde le détail, et notamment la façon dont l'hyperventilation se déclenche, est-ce que c'est VT qui est altéré ou est-ce que c'est la fréquence respiratoire? Regardez le panel du haut. Là encore, chez des sujets contrôle, on met du placebo, on met du fentanyl, eh bien, on n'a pas de changement du volume courant chez les patients comme chez les malades. Avant, après fentanyl, chez les contrôles ou chez les patients, il n'y a pas de modification de l'expansion du volume courant. Par contre, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la fréquence respiratoire, on voit, là j'ai noté essentiellement les patients qui ont une insuffisance cardiaque, on voit que sous fentanyl, on a une chute de la fréquence respiratoire. En d'autres termes, la baisse du débit ventilatoire est essentiellement liée à une diminution de la fréquence respiratoire sans altération dans cette étude du volume courant. Donc on voit, voilà une démonstration mécanistique très intéressante qui nous dit qu'en fait, dans l'insuffisance cardiaque, l'hyperventilation, elle est en grande partie liée aux afférences périphériques, véhiculées par les fibres amyléniques de type 3 et 4, qui sont à la fois des mécanos et des métaborécepteurs. Donc, hyperventilation, la question qu'il faut se poser quand on regarde ce phénomène-là en pathologie cardiaque, c'est qu'est-ce qu'on observe vraiment et comment est-ce qu'on doit observer l'hyperventilation? Donc, on a un peu défloré la situation et notamment, on peut se poser la question pourquoi les cardiologues observent l'amplitude de l'hyperventilation avec VE sur VCO2 plutôt que juste VE.
La réponse, je vous l'ai déjà dévoilée, c'est simplement parce que dans VE-VCO2, il y a deux composants. Il y a l'hyperventilation en tant que telle et il y a l'espace mort qui joue sur l'élimination du CO2, puisque s'il y a beaucoup d'espace mort, ben, il y a moins de CO2 qui sort. Alors, je vais... Donc, voilà, dans un papier assez récent qui est fait par un certain nombre de collègues, dont Pierre Antonio, donc la physiologie est résumée sur cette relation que vous voyez, VE, et on voit en numérateur VCO2, en dénominateur la PaCO2 et l'espace mort. Donc on voit que dans cette relation, il y a trois déterminants de VE. Il y a la production de CO2, il y a la PaCO2, qui est donc une conséquence en réalité, et puis il y a l'espace mort. Et Bernard, l'explication, oui, Bernard, pardon, je pense que on est resté sur la diapo précédente. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on a la bonne diapo. d'accord. Alors en fait, si vous avez la bonne diapo, donc je vous montre ici en enlevant mon animation la relation dont je disais que VE, il y a le VCO2 au numérateur et la PCO2 au dénominateur et l'espacement. Ce sont donc, d'après cette relation, ce seraient les trois déterminants de l'hyperventilation. Et effectivement, la conclusion et l'explication qui est dans l'article, c'est le débit ventilatoire est déterminé par la production de CO2 et par la PaCO2 et l'espace mort. Et en fait, ça n'est pas juste. C'est mathématiquement juste, mais c'est physiologiquement faux. Parce que ce n'est pas le VCO2 qui stimule la ventilation, c'est la ventilation qui fait sortir du CO2. Et là, il y a une erreur conceptuelle qui peut avoir des conséquences dans certaines situations cliniques. Je vais vous montrer pourquoi. Et ces données ont été retracées à partir d'un article qui a été écrit par l'équipe de Wasserman et qui est par cet auteur asiatique. En 2001, ils ont fait une très belle manip et ils ont mesuré le débit cardiaque et ils ont mesuré la pression veineuse de CO2, de sorte que l'on peut recalculer, ce qu'ils n'ont pas fait dans l'article, qu'on peut recalculer le flux de CO2 qui arrive dans le poumon et non pas simplement le CO2 qui sort par la bouche. Et donc, quand on regarde le flux de CO2 qui sort par le poumon et qui est censé, diapositive d'avant, stimuler la ventilation, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'en fait, le flux de CO2 au cours de l'exercice incrémental qui arrive dans le poumon plafonne à partir du seuil ventilatoire, alors que le débit ventilatoire s'échappe et augmente, ce qui montre bien, après, à partir de ces données, que ce n'est pas le flux de CO2 qui stimule la ventilation, contrairement à l'explication qui est faite de la relation qui est marquée ici. Donc en fait, quand on regarde VCO2, vous voyez, VCO2, ce n'est pas très compliqué. VCO2, c'est le débit ventilatoire multiplié par la fraction de CO2 expirée moins la fraction de CO2 inspirée. Comme la fraction de CO2 inspirée est nulle, ou quasiment nulle, elle est de 0,03%, eh bien VCO2 est égal à VE multiplié par la fraction expirée de CO2. Et si on arrange cette deuxième équation et si on la remet VE sur VCO2, eh bien vous faites passer VCO2 en dessous de VE et inversement, vous faites passer FeCO2 de l'autre côté. Vous voyez que VE-VCO2, le fameux ventilatory efficiency, en fait, est strictement égal à 1 sur la fraction de CO2. Alors, c'est intéressant de regarder ça parce que les auteurs ne s'en sont pas forcément rendus compte. Donc, j'ai repris pour ce topo une épreuve d'exercice en regardant dans l'écran la mesure de FeCO2 qui est donnée par les machines et la mesure du calcul de VE sur VCO2 et on voit que, évidemment, c'est la même chose. VE sur VCO2, c'est égal à 1 sur FeCO2. Et vous voyez que le R2 explique à 94% la relation. Les points ne sont pas strictement alignés sur la ligne, tout simplement parce que ce sont pas toutes les mesures, ce sont des valeurs moyennées. Mais vous voyez la relation entre l'un et l'autre, et on voit bien que le rapport VE-VCO2 est essentiellement le reflet de la fraction de CO2. Alors, ça n'a pas empêché certains auteurs pourtant extrêmement célèbres, hein, comme Robert Nadje, qui a fait des choses assez remarquables, de mettre ce type de relation en littérature
en mettant VE-VCO2 en ordonnée et PETCO2 en abscisse, aussi bien dans les hypertensions artérielles pulmonaires que dans l'insuffisance cardiaque, que chez des sujets contrôle, et de considérer, à partir de cette relation, qu'il y a un mécanisme neurologique entre la PeCO2 et VE-VCO2. Mais en réalité, comme VE sur VCO2, c'est 1 sur FeCO2, c'est tout à fait normal que FeCO2 soit lié à PeTCO2 parce que la différence, c'est la pression barométrique. Donc, en reprenant les mêmes données, FeCO2, PeCO2, vous voyez que c'est exactement la même chose. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une spurious correlation, c'est-à-dire une corrélation qui ne veut rien dire, en ce sens qu'elle met en abscisse et en ordonnée exactement les mêmes variables. Donc, cette erreur conceptuelle, elle est rigolote pour des philologistes, elle montre que même, c'est simplement parce qu'on est tellement habitué à croire à la signification d'un paramètre qu'on en oublie sa composition. Alors, ça c'est un peu anecdotique, mais ce qui ne l'est pas, c'est parce qu'en pratique clinique, le rapport VE sur VCO2, qui est utilisé pour définir l'hyperventilation et son importance, en fait, il est déterminé, comme je l'ai déjà évoqué, par le stock de CO2 et par la valeur de la pression alvéolaire de CO2. Alors, il y a un exemple clinique qui est très simple. Si vous examinez un patient qui a une hyperventilation chronique, dont vous ne vous rendez pas forcément compte, ni lui, eh bien, en fait, ce patient, vous l'observerez dans vos cas, habituellement, un patient, là, c'est la diapositive, vous voyez, la diapositive du haut, les 4 colonnes sur le fichier Excel, vous voyez, le VE, le débit ventilatoire, c'est exactement le même que le débit ventilatoire en bas. Donc, ça va de 12 à 90 litres. Donc, le débit ventilatoire est le même. Le VO2, c'est exactement le même. Mais là, j'ai modifié le VCO2. Le VCO2, dans ce cas-là, dans le panel du haut, augmente avec un RER, qui est le rapport VCO2 sur VO2, avec un RER qui est à 1,25, en modifiant simplement le CO2. Mais chez un sujet qui a une hyperventilation chronique et dont le CO2 ne sort pas autant que dans l'exemple précédent, on peut avoir des RER qui ne dépassent pas 1. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le RER, c'est le rapport VCO2 à VO2, mais à la bouche. C'est-à-dire le VCO2 contient le VCO2 métabolique, qui est l'oxydation de C6H12O6 vers le glucose, mais aussi le CO2 respiratoire, c'est-à-dire celui qui vient de la réserve alcaline. Donc chez les sujets qui ont une hyperventilation chronique et qui ne sortent que le CO2 métabolique, puisqu'ils ne peuvent pas sortir la réserve de CO2 dissous, eh bien on voit un RER qui est égal à 1. Et si on regarde la pente de VE-VCO2 dans les deux cas, ben on voit que la pente est très différente. Donc dans un cas, on va dire, si on prend le rapport VE-VO2, on va dire qu'il hyperventile plus ou moins. Dans l'autre cas, qu'il hyperventile plus que moins, alors qu'en réalité, le débit ventilateur n'a absolument pas changé. Donc, vous voyez par cet exemple que le rapport VE-VCO2, qui peut être très intéressant en première approximation, a quand même des pièges. Donc, en pratique clinique, la seule recommandation serait de regarder plutôt le rapport VE-VO2, puisqu'il n'y a pas d'interaction fonctionnelle entre VE et VO2. Ça dit la même chose, mais ça ne parle que de VE et de VO2, alors que le rapport VE-VCO2 introduit la dimension potentielle de l'espace mort. Et en pratique, si vous avez un RER de fin d'exercice qui dépasse à peine 1, alors qu'à l'évidence il hyperventile, eh bien, il ne faut pas se servir du rapport VE sur VCO2 pour parler de l'importance de l'hyperventilation. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur l'hyperventilation. Donc, pour résumer de manière extrêmement simple, l'hyperventilation, ben, c'est tout bête, hein, c'est VE qui augmente. Ça augmente de manière linéaire puis asymptotique. Il n'y a pas de norme dans la partie asymptotique. Exprimer l'hyperventilation, ben, il vaut mieux regarder VE pour ce qu'il est, c'est-à-dire le débit ventilateur en tant que tel. Idéalement, le rapporter au VO2. Il y a quand même un piège que je vais vous signaler. On le rapporterait idéalement en physiologie, on préfère rapporter VE à la puissance mécanique que VO2. Alors pourquoi il y a un piège aussi dans le sens du rapport VE-VO2?
Eh bien, dans l'insuffisance cardiaque, vous pouvez avoir des sujets qui ont une pente d'augmentation de la consommation d'oxygène qui est basse, avec une pente de VO2 watts qui est basse, notamment chez les gens qui ont une insuffisance cardiaque ou une artériopathie des nombres inférieurs. À ce moment-là, pour une même puissance mécanique, le VO2 va être bas. Et donc, le rapport VE-VO2 va pas refléter la réalité de l'hyperventilation parce que le paramètre VO2 ne réagit pas normalement. Donc, vous voyez que dans les deux cas, VE-VCO2 ou VE-VO2, il y a des pièges. Les plus fréquents sont sur VE sur VCO2, mais dans le cas de VE-VO2, pour parler de l'ampleur de l'hyperventilation, eh bien, il faut s'assurer auparavant que la pente VO2 watts est bien dans les valeurs attendues, c'est-à-dire aux alentours de 12, de 10 à 11, 10, exactement 10,2, plus ou moins 2 de millilitres par litre de VO2. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'hyperventilation. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi intéressant dans les maladies cardiaques, bien que ce soit beaucoup moins utilisé et pratiquement jamais regardé en pratique cardiologique, c'est le pattern ventilatoire, dont on a vu précédemment qu'il était néanmoins intéressant, puisque dans l'insuffisance cardiaque, c'est principalement la fréquence qui augmente. Mais pas toujours. Donc le rapport, il faut le connaître, le pattern ventilatoire, c'est l'augmentation parallèle, enfin pas tout à fait parallèle, en tout cas concomitante de la fréquence respiratoire et du volume courant, avec un volume courant, je vous le rappelle, qui en général n'excède pas 60-65% de la capacité vitale. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas le faire, on peut avoir un volume courant au-delà, mais le coût énergétique et le coût symptomatique d'un volume courant qui serait à 80 ou 85% de la capacité vitale est tellement désagréable que les sujets préfèrent en général opter pour ce pattern-là, n'excédant pas en moyenne 60% de la capacité vitale. Alors, deuxième notion qu'il faut avoir en tête, c'est que le pattern ventilatoire, c'est une empreinte digitale de votre compliance pulmonaire et thoracopulmonaire. Comme c'est illustré sur cette diapositive, vous voyez un sujet qui a été vu à 4 ans d'intervalle. La seule différence, c'est qu'en 4 ans, il s'est arrêté de faire du sport, il ne bouge plus, et donc 4 ans après, il hyperventile davantage. Donc c'est ce que l'on voit sur le panel de gauche. Mais lorsque l'on regarde le volume courant à même débit ventilatoire, 4 ans avant, 4 ans après, on voit que la relation VT-VE est strictement identique. La conclusion, c'est que la compliance thoracopulmonaire chez cet individu n'a pas changé. Donc cette constatation physiologique a été utilisée en clinique et notamment a été remarquée dès les années 90, encore par l'équipe wassermannienne qui, observant la ventilation des insuffisances cardiaques, quand ils ont regardé VT par rapport à VE, c'est donc exactement la même représentation que précédemment, ils observent qu'à même débit ventilatoire, les insuffisants cardiaques sévères, ceux qui ont moins de 12 millilitres d'O2, ont une expansion du volume courant plus petite. Le biais de l'étude, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait le même âge dans les 3 groupes, et comme je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi un effet âge sur l'expansion du volume courant. Mais néanmoins, ça a mis la puce à l'oreille, et de coup, il est devenu intéressant de regarder la relation VT-VE dans les maladies chroniques, quelles qu'elles soient, et notamment cardiaques, et notamment dans les maladies chroniques qui peuvent potentiellement influencer la compliance thoracopulmonaire. Alors, il y a eu plusieurs façons de faire, donc je vais vous montrer cette modification, 2 exemples de la modification du pattern ventilatoire, sur 2 exemples illustrés par la littérature, mais vous pouvez parfaitement bien imaginer dans votre pratique clinique des situations où ce phénomène existe. Donc regardez ici, dans cette diapositive, vous voyez, on a mis VE, là on l'a exprimé en pourcentage de CDF pour garder la même échelle, et VT qu'on a exprimé aussi en pourcentage de CDF, mais on peut lire donc en ordonnée VE et en abscisse VT. Et donc vous voyez les points noirs et les points blancs,
Eh bien, les points noirs, c'est quand les sujets augmentent leur débit ventilatoire du repos à l'exercice maximal. Ensuite, ils s'arrêtent de pédaler, ils récupèrent, le débit ventilatoire diminue et la relation VT-VE en récupération est exactement la même, c'est-à-dire à même VE, on a le même VT. Ça a été vu dans les maladies cardiaques chroniques, ça a été vu dans les maladies interstitielles, ça a été vu aussi chez les sujets sains, et ces auteurs avaient proposé un delta VT qui, vous voyez, est toujours inférieur à 1% entre l'incrément et le décrément de la ventilation. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas très facile à faire parce que les appareils actuels ne nous permettent pas de le faire. Donc ça nécessite de mettre ça sur un fichier Excel. Enfin bref, c'est compliqué à faire et à le voir. On peut le voir sur 2-3 points, mais idéalement, il faut le voir sur la cinétique de la relation VT-VE. Alors, vous voyez par contre, dans cette comparaison, on voit que dans ce groupe de sujets, de patients qui ont une insuffisance cardiaque et notamment une insuffisance cardiaque, et la relation VT-VE a changé. Quelle est la conclusion que l'on peut tirer? Eh bien, la conclusion qu'on peut tirer, c'est de dire, eh bien, il s'est passé quelque chose, l'exercice a déclenché une modification de la compliance pulmonaire. Strictement parler de la compliance thoraco-pulmonaire, mais en l'occurrence, c'est de la compliance pulmonaire, c'est-à-dire que le fait d'augmenter le débit cardiaque au cours de l'exercice et d'augmenter la ventilation, ça a fait quelque chose de sorte que la relation VT-VE est changée avec une expansion du volume courant qui est moindre en récupération. Alors, à partir de cet exemple, il y a eu quelques explorations complémentaires. Donc, regardez le panel de droite. Donc, vous voyez des sujets, regardez pas la légende, mais regardez les sujets. Donc là, c'est 2 patients à qui on a donné de la trinitrine alors qu'ils n'avaient aucun symptôme, avant, après. Les carrés blancs, c'est le moment où ils commencent à être dyspnéiques. C'est le début de la dyspnée significative. Et vous voyez que ces sujets augmentent leur volume courant, puis pour un certain débit ventilatoire aux alentours de 38 minutes, ils ressentent de la dyspnée, c'est marqué par le carré blanc, et à ce moment-là, le volume courant plafonne, et l'administration de dérivés nitrés ne change rien à l'affaire. Si on prend un autre groupe de sujets sur le côté gauche, on voit les sujets qui sont donc sensibles aux dérivés nitrés, c'est-à-dire que c'est des patients pour lesquels les dérivés nitrés améliorent les symptômes. Et vous voyez, avant l'exercice, les sujets ont une dyspnée à 30 litres, ensuite chutent leur volume courant, diminuent leur volume courant, deviennent tachypniques. On leur donne un dérivé nitré, ils ont une augmentation des volumes courants à même débit ventilatoire qui est plus élevé, et on retrouve le plateau que l'on avait précédemment. En d'autres termes, dans ce sous-groupe de sujets, qui sont en fait des patients qui ont une essence cardiaque ischémique sensible aux dérivés nitrés, l'exercice a introduit un œdème interstitiel qui n'apparaît pas sous dérivés nitrés. Alors vous voyez que la démonstration est assez intéressante, mais on pourrait la dupliquer dans des tas d'autres situations cliniques. Je passe là-dessus, c'est la même chose. Donc les modifications de la compliance pulmonaire qui sont induites par l'exercice incrémental, j'ai mis la liste ici et notamment j'ai souligné les causes que l'on voit principalement dans les causes cardiologiques. C'est l'œdème interstitiel cardiogénique qui peut apparaître évidemment dans la situation ischémique, dans la régurgitation mitrale, dans toute situation où il y a une augmentation de la pression veineuse capillaire, on peut voir une modification du pattern ventilatoire. Et et puis l'autre situation, c'est l'existence d'une hyperinflation dynamique, très connue des pneumologues dans le cadre de la BPCO ou du vieillissement pulmonaire, mais on observe aussi des phénomènes d'hyperinflation dynamique sans aucune limitation expiratoire de débit dans certaines pathologies et notamment dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça a été très brillamment publié par Pier-Antonio Laveneziana, et il y a plusieurs explications qui sont proposées pour expliquer, pour démontrer, pour expliquer la présence d'une hyperinflation dynamique au cours de l'exercice dans les maladies cardiaques sans maladie respiratoire. Donc vous voyez que
observer le volume courant et sa cinétique, ça nous apporte des informations. C'est moins facile, c'est moins normé, mais ça excite quand même beaucoup notre curiosité. La façon dont les patients peuvent déclencher une tachypnée s'interroge. La façon dont un sujet qu'on suit sur le plan évolutif modifie sa relation VE-VT, ça doit interroger. Ça doit interroger notamment sur ce qu'il est très difficile de suspecter, c'est-à-dire notamment l'œdème interstitiel infraclinique et infraéchographique, hein, bien sûr, puisque il suffit de très peu de choses d'un œdème interstitiel très très faible pour modifier la compliance pulmonaire et avoir une diminution dans un exercice dynamique du volume courant. Donc voilà ce que je voulais dire en 45 minutes. J'ai dépassé un peu le temps, 48 minutes. Voilà ce que je voulais dire sur la réponse ventilatoire au cours de l'exercice. Pour résumer, observons le phénomène que nous voulons voir. Évitons dans la mesure du possible, même si c'est pratique, d'utiliser des paramètres qui sont des paramètres composites et qui peuvent, même si ils sont publiés largement nus, mais dans des séries, ils peuvent nous tromper. Si on les utilise, que ce soit VE, VCO2, pour parler de l'importance de l'hyperventilation, la question n'est pas là. La question, c'est de dire, mais est-ce vraiment important? Est-ce qu'il n'y a pas un biais méthodologique? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont une hyperventilation chronique, auquel cas mes résultats sont faux? Donc, observons le phénomène au plus près de ce qu'il est. On veut voir VE, on regarde VE. Alors, dans la littérature physiologique, c'est une expression des résultats dont vous n'avez pas l'habitude. C'est le débit ventilatoire par watt, parce que là, pour le coup, il n'y a aucune relation entre débit ventilateur et les watts. Hein. Et la littérature nous donne, si ce n'est des normes, du moins des repères qui sont, à mon sens, beaucoup plus robustes que les repères avec VE, VCO2, qui sont très fluctuants en fonction de la population qu'on observe. Et les repères, et on voit très bien l'importance de l'hyperventilation en comparant le rapport VE par watt dans la première partie de l'exercice et par rapport à la seconde. Et en général, l'hyperventilation qui est un peu asymptotique, grosso modo, ça fait à peu près 30 à 40% d'augmentation du débit ventilatoire, mais quand on a 60%, on voit bien que c'est beaucoup plus important. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur l'hyperventilation. VT, eh bien, il faut être curieux, il faut regarder les courbes, il faudrait avoir, nous allons le faire avec les applications que nous sommes en train de développer, on va pouvoir donner aux utilisateurs des moyens de montrer ces courbes et de calculer le delta VT. C'est de la modélisation du signal qui est assez complexe, mais qui se fait, hein, maintenant tout se fait hein, en digital. Donc, il va y avoir d'autres façons de représenter ces paramètres, mais il va falloir s'affranchir de ces données qui ont été, il ne faut pas cracher dans la soupe, hein, elles ont été très utiles aux pneumologues et aux cardiologues pour comprendre et pour observer les phénomènes, mais bon sang, regardons le soleil en levant les yeux plutôt que de regarder à travers des lunettes opaques. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Super. Bon, et, une première question qui arrive. Donc, y a-t-il un intérêt à calculer la ventilation alvéolaire? Alors, oui, bien sûr. Alors, la ventilation alvéolaire, elle ne se mesure pas. Il y a beaucoup de paramètres qui se calculent. Donc, la ventilation alvéolaire, c'est évidemment la ventilation externe, ça se mesure, de laquelle on enlève l'espace mort. Et toute la difficulté, c'est justement de mesurer l'espace mort. On ne mesure pas l'espace mort, on le calcule à partir de l'équation de Bohr. Et l'équation de l'espace mort se calcule à partir notamment de la PaCO2 et par, on va dire, facilité. Alors, idéalement, il faut avoir des gaz du sang pour avoir la véritable valeur de PaCO2. Et l'équation de Bohr peut utiliser le P untitled CO2, mais il y a parfois des erreurs. Chez les sujets sains, c'est assez fiable. PETCO2 à 3 mm de mercure près, ça nous donne la PaCO2. Donc, c'est utilisé dans les appareils, dans les ergospiromètres pour calculer l'espacement, en tout cas pour l'estimer. Mais idéalement, il faut avoir au moins 3 mesures de gaz du sang
pour pouvoir avoir 3 mesures d'espacement qui soient fiables. Alors, il faut aussi bien se méfier quand on voit un espacement qui augmente. D'abord, comme je vous l'ai dit, ça peut être, la plupart du temps, c'est lié à la raréfaction pulmonaire, vasculaire, la raréfaction vasculaire. Ça, c'est ce qu'on voit dans les pathologies, notamment emboliques ou les pathologies chroniques. Mais c'est aussi lié à la tachypnée. C'est-à-dire que les sujets qui ont un poumon parfait, mais qui se mettraient à avoir une tachypnée pour une raison ou pour une autre, par un trouble du contrôle ventilatoire, par exemple, ils vont avoir un espace mort. Parce que du coup, ils vont ventiler beaucoup l'espace mort des voies aériennes supérieures. Et donc, c'est à interpréter. En tout cas, oui, c'est intéressant de regarder la ventilation alvéolaire parce que ça nous dit, en tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Et une autre question, en fait, aussi de l'intérêt de calculer la différence entre la pression alvéolaire en oxygène et la pression artérielle en O2. PA et O2 en majuscule et PaO2. C'est Oui, un alors, peu... bien sûr. Alors ça, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, donc je ne l'ai pas abordé, mais c'est un élément essentiel, notamment pour explorer les maladies cardiaques. On ne peut pas raisonner, il manque un bout du puzzle si on n'a pas des mesures qui nous indiquent s'il y a un trouble de diffusion de l'oxygène. Je vous donne un exemple. Tout le monde sait que dans l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a une hyperventilation qui est très importante, qui est excessive, voire disproportionnée. Mais si vous avez une hyperventilation très importante chez un sujet qui a fait un accident embolique, s'il a un gradient alvéolaire en oxygène normal, c'est sûr que ce n'est pas une hypertension artérielle pulmonaire. C'est sûr. Donc, la mesure du gradient alvéolaire en oxygène est essentielle. Ça nécessite d'avoir la pression artérielle ou capillaire en oxygène. Et la pression alvéolaire, elle se calcule, elle ne se mesure pas. Et elle se calcule à partir de quoi? À partir du RER, donc du rapport VCO2 sur VO2. Donc là encore, la pression alvéolaire, c'est une autre équation. Cette pression alvéolaire qu'on appelle idéale, parce qu'en fait, c'est un calcul. Il y a des milliers d'alvéoles, et donc ce que l'on calcule, c'est le résultat global de la pression alvéolaire dans toutes ces unités alvéolaires. Donc on la dénomme PaIO2, c'est-à-dire la pression alvéolaire idéale. Elle se calcule, je vous épargne la formule, mais elle se calcule avec le RER. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir une pression alvéolaire qui varie en fonction du RER. Et pour exciter votre curiosité, si vous êtes dans un service d'hospitalisation et si vous faites des gaz du sang au repos à un sujet à jeun, il aura du coup un QR et un RER s'il n'hyperventile pas, qui représente le QR qui sera à 0,7 parce que pendant la nuit, il aura oxydé des lipides, donc il est à jeun. Donc son QR sera à 0,7. Mais si le surlendemain, voulant contrôler les gaz du sang dans les mêmes conditions, il a pris son petit déjeuner et il a mangé des tartines de confiture à la fraise, il va oxyder du glucose, C6H12O6. Le QR va être à 1 et pas à 0,7. Et donc la pression alvéolaire va changer. Et le résultat, c'est que si la pression alvéolaire change, c'est l'équilibre des pressions. Il n'y a plus d'oxygène qui va passer dans le sang. Et donc, vous allez avoir des gaz du sang en artériel qui vont être parfois 10 mm de mercure de plus en PaO2, alors qu'il n'y a rien qui a changé. C'est simplement qu'il a mangé de la confiture. Donc, vous voyez que c'est important de mesurer la pression alvéolaire, mais il faut bien comprendre que le RER peut influencer cette mesure. C'est la raison pour laquelle il faut toujours observer les phénomènes pour ce qu'ils sont. Tout à fait. Une autre question, peut-on avoir une hyperventilation dans les dysfonctions de cordes vocales? Alors, c'est une bonne question. Alors, d'abord, dans les, alors ça rentre dans le cadre très, très, très nébuleux de ce qu'on appelle les dysfunctional breathing, c'est-à-dire les dysfonctions ventilatoires. Donc, dans les dysfonctions ventilatoires, il y a d'une part des anarchies ventilatoires, il y a des gens qui hyperventilent de manière non linéaire dans la première partie, de manière extrêmement anarchique, et donc il y a ce qu'on appelle un chaos ventilatoire. Et ce chaos ventilatoire, il peut être
analyser. Pour l'instant, on ne sait pas très bien faire. Est-ce que c'est VT qui est chaotique? Est-ce que c'est VE? Est-ce que c'est FR? Bon, voilà, il y a des discussions là-dessus. Et puis, il y a la dysfonction cordale. Donc, lorsqu'effectivement il y a un trouble de la dynamique des cordes vocales, ça modifie le débit ventilatoire. Alors, généralement, ça a plutôt tendance à donner des dysrythmies ventilatoires que de grandes hyperventilations. Donc là, vous pouvez avoir effectivement des dysrythmies ventilatoires qui portent notamment sur VT. Et puis dans des dysfonctions cordales qui sont relativement sévères, c'est-à-dire que ça n'est pas une émulation des cordes vocales, mais c'est un défaut d'abduction des cordes vocales. Donc, du coup, le VT baisse. Et là, la relation VT-VE, elle est plafonnée. C'est-à-dire que vous allez voir un VT qui ne va pas dépasser 35%. Ça n'est pas un trouble thoraco-pulmonaire, c'est un trouble cordal qui limite l'expansion du volume courant. Donc, ça fait partie des étiologies, des modifications du pattern ventilatoire. Et dans le tableau que je vous ai montré, où j'ai souligné principalement les étiologies des modifications du pattern ventilatoire en cardiologie, vous verrez, il y a effectivement la dysfonction cordale. Tout à fait. Une autre question, à partir de quel niveau de tachypnée on retient un retentissement de VDVT comme lié à cette tachypnée? Ah, c'est difficile ça. C'est difficile parce que ça va dépendre beaucoup de la morphologie du sujet. C'est pas pareil chez les hommes, chez les femmes. C'est pas pareil chez les gens qui ont une lordose et ceux qui ont le dos tout droit. Donc c'est difficile. Je ne peux pas répondre de manière formelle, mais je dirais que au pif, si la fréquence respiratoire est supérieure à 35, l'espace mort va augmenter. On y est vite, hein. Il y a des sujets, les patients, souvent, ils sont. Là, c'est sûr qu'il y a de l'espace mort. Alors, la proportion d'espace mort qui serait de l'espace mort, on va dire, anatomique, plutôt que vasculaire, ça peut se calculer, mais ça nécessite des algorithmes et aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui le fait. Mais c'est une bonne question parce qu'on se pose toujours la question, mais est-ce que c'est la tachypnée ou est-ce qu'il y a un espacement vasculaire? Donc ça, c'est une très bonne question, mais il n'y a pas de réponse magique à cette question-là. Tout à fait. Alors, une autre question de Gabriel Vautero qui te passe bonsoir. Il te dit Salut bonsoir. Gabriel. Il te dit, peux-tu me rappeler par quel mécanisme le VT chez l'insuffisant cardiaque est inférieur au VT du sujet normal, même pour de faibles puissances? La diapo 15. Ouais. Alors, effectivement, donc il y a plusieurs causes qui ont été évoquées. La première cause, c'est la morphologie. Souvent, dans l'insuffisance cardiaque, on a, notamment dans l'insuffisance cardiaque un peu avancée, on a une ptose abdominale. Donc, il y a le problème de la morphologie. Une cause qui est très évoquée, c'est la faiblesse diaphragmatique. Parce qu'il faut savoir, alors je ne vous ai pas montré la diapo, mais je pourrais vous la montrer, c'est que lorsque, chez les patients notamment, c'est vrai chez les sujets sains, mais chez les sujets sains, c'est à très haute puissance. Mais chez les patients, lorsque le travail ventilatoire augmente parce qu'il y a une charge mécanique importante, ça diminue le débit sanguin au niveau des membres inférieurs. Il y a une très belle relation entre expansion du volume courant et débit sanguin des membres inférieurs. Et ça, on le voit chez l'insuffisant cardiaque. Donc, une des causes qui est évoquée, c'est la faiblesse diaphragmatique. Souvent, chez l'insuffisant cardiaque, on ne le fait pas de manière systématique, mais on a une diminution de la force maximale inspiratoire. Et d'ailleurs, c'est une des raisons en termes de réadaptation que même dans l'insuffisance cardiaque, c'est intéressant de faire du travail diaphragmatique. Donc, ils ont l'aptose, il y a une augmentation de l'impédance thoraco-pulmonaire et thoraco-abdominale, une faiblesse diaphragmatique, si bien que la charge élastique pulmonaire, lorsqu'ils augmentent VT, a tendance à être limitée. Et puis l'autre mécanisme, qui est purement la conséquence de la cardiopathie, c'est l'augmentation de la pression veineuse capillaire pulmonaire. C'est des gens qui ont des pressions veineuses capillaires constamment élevées, et il y a un œdème interstitiel avec une fibrose, mais pas au sens de la fibrose qu'on voit dans les pathologies fibrosantes pulmonaires. C'est-à-dire qu'il y a une perte de l'élasticité des alvéoles liée à la chronicité de l'augmentation de la pression veineuse capillaire, pression veineuse pulmonaire.
Et donc, ils ont en fait un poumon qui perd de l'élasticité. Donc, tu vois, il y a plusieurs causes. Perte de l'élasticité du parenchyme pulmonaire. Ça, c'est dans l'insuffisance cardiaque chronique évoluée et longue. Il y a des conséquences thoraco-abdominales, perte de la compliance thoraco-abdominale et la faiblesse diaphragmatique. Et on voit bien que sur ces trois points-là, on peut d'une part les explorer si ça nous paraît très important, et puis on peut peut-être les traiter de manière les traiter. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, par exemple, si on suit des insuffisants cardiaques, je dis ça pour les cardiologues, quand on suit des insuffisants cardiaques chroniques pendant longtemps, c'est vrai que ça serait, je pense, très intéressant, plutôt que de regarder simplement les deux paramètres qui intéressent les cardiologues, VO2, VE et CO2, pour dire ça s'aggrave, ça ne s'aggrave pas, c'est de dire, ouais, mais est-ce que le pattern ventilatoire change au fil des mois, au fil des années? Parce que si à même débit ventilatoire, on voit que le VT baisse et que le sujet n'a pas changé sa morphologie, c'est qu'il y a un œdème chronique qui est sous-estimé par les explorations cardiologiques. Nous avons une autre question de Pierre-Marie Leprêtre. La question, c'est quand faut-il placer le travail diaphragmatique avant ou après la séance de réentraînement à l'effort? J'en sais rien. C'est un peu... Franchement, je ne sais pas. À ma connaissance, c'est une bonne question, mais à ma connaissance, il n'y a pas de littérature là-dessus. Mais je n'ai pas regardé spécifiquement, hein, je dois avouer. Euh, je vais répondre en faisant un biais. Je dirais, faisons un diagnostic physiopathologique plus précis. Si à un moment donné, on a des arguments pour une faiblesse diaphragmatique, eh ben, il faut tester. Et moi, ce que je ferai intuitivement, mais c'est purement intuitif, je ferai des séances qui seraient des séances d'endurance, enfin de conditionnement classique, et je ferai des séances respiratoires à part. Je les séparerai. Mais au pif, hein, ça, c'est une bonne question de réadaptation qui justifierait de regarder ça de manière précise. Mais je n'ai pas de réponse toute faite. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai une petite question. Euh, Tu sais, Bernard, quand on parle d'insuffisance cardiaque, généralement, la plupart du temps, on parle aussi de pouls, de la cinétique du pouls d'O2. Oui. Est-ce que, à ton avis, est-ce que, en tout cas, il y a des études qui ont mis en évidence une relation entre le pouls d'O2 et la réponse ventilatoire au VE sur VCO2? Non, mais il pourrait y en avoir. C'est-à-dire que si effectivement, bah, c'est des phénomènes qui peuvent évoluer concomitamment, donc je ne serais pas étonné que les gens qui ont un peu de faible, ou surtout, moi je pense que c'est plus intéressant de regarder la pente VO2 watts Ok. plutôt qu'une valeur Que seule, de... mais je ne serais pas étonné. Enfin, ça par contre, la pente VO2 watts qui dit un peu la même chose, hein, Oui, ça s'affranchit de la fréquence cardiaque. oui, Donc, la pente VO2 watt, du coup, elle s'affranchit de la fréquence cardiaque. Ça, c'est lié à la gravité de l'hyperventilation, oui. Tout simplement parce que la cause entraîne une perturbation des deux paramètres. ok. Ça reste la VO2, c'est, on va dire, il est impacté également par la ventilation Bah aussi, oui. en Ouais. quelque sorte. Une autre question, si nous prenons la cinétique des volumes mobilisés, entre parenthèses, indice de Tifno par exemple, je partirai sur avant avec contrôle de la fréquence. Je ne comprends pas la question. Alors la question, alors je pense que c'est une remarque plutôt. Ah, Si nous d'accord. prenons la cinétique des volumes mobilisés, indice de Tifno par exemple, je partirai. Pour le travail diaphragmatique, oui, c'est un complément en fait par rapport euh, à la question de tout à l'heure pour le travail diaphragmatique. Alors, le C'est une travail information intéressante. diaphragmatique, ouais, il y a. Alors, c'est les gens qui ont la chance de pouvoir mesurer la pression inspiratoire, ou, voilà, bah, c'est tant mieux. Après, il y a un autre élément qui est très simple, hein, qui est approximatif, mais qui peut donner quand même une information. On n'y fait pas toujours attention, c'est le débit inspiratoire. C'est-à-dire on s'intéresse toujours à l'expiration,
Donc tout le monde sait bien faire des EMS ou des débits de pointe, mais on s'intéresse rarement au débit inspiratoire. Alors là, il y a une relation très forte entre le DIP, le débit inspiratoire de pointe, et la force des muscles respiratoires. Donc des gens qui ont des débits inspiratoires qui ne sont pas ronds comme ça et qui sont un peu crénelés, à partir du moment où on fait bien la manœuvre, c'est quand même c'est un élément de suspicion d'une faiblesse des muscles inspiratoires. Ok. Euh, une autre question, ou plutôt une remarque. Donc, il dit donc une EFX avec une pente VO2 sur watt qui n'est pas aux alentours de 10,3 est donc interprétable et interprétée si je te suis bien. Bon. Oui, alors une pente VO2 watts qui est, mettons, à 7,5 ou 8, indiscutablement, c'est que l'ajustement de la consommation d'oxygène, donc de la dépense métabolique, est en retard par rapport à la dépense mécanique. On impose une dépense mécanique de X watts toutes les minutes. Donc, du moment où le sujet est capable de développer une puissance mécanique, l'énergie qui est nécessaire pour développer cette puissance, il la trouve quelque part. Et il la trouve essentiellement, elle n'est pas anaérobie. Dans un exercice incrémental, il n'y a pas d'anaérobie. Elle est aérobie. Le problème, c'est que le temps de circulation est ralenti. Et donc, ce qu'on mesure à la bouche est décalé. Mais si on mesurait le VO2 au niveau des artères, ça serait instantané. C'est un problème de cinétique. Et donc, effectivement, la pente VO2 watts, si elle est basse, et on s'affranchit des erreurs qu'il peut y avoir, c'est-à-dire le vélo est bien étalonné, Mm. enfin, etc., etc. Donc, si la pente VO2 watts est basse, c'est un indice de suspicion d'un mauvais ajustement cardio-circulatoire sans préjuger qu'il soit central ou périphérique, hein. Mm. Donc, ça, c'est un élément de repérage qui est robuste. Donc, quand on voit une anomalie, il faut d'abord dire est-ce qu'il n'y a pas une erreur de mesure? Donc, en l'occurrence, on mesure VO2, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de mesure sur VO2? Et puis, donc vous pouvez déjà tout à fait le revoir si vous faites un état stable au début de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, le VO2, il est plateau, hein, c'est-à-dire qu'il est exactement, il correspond exactement à la puissance mécanique que vous avez imposée. Donc là, vous savez que vous mesurez correctement. Mm. Après, vous faites l'incrément et le VO2 va prendre du retard à chaque fois. Mais si ce retard qui se cumule est bas, la pente VO2 watt va être basse et donc du coup, c'est un indice de mauvais ajustement cardio-circulatoire sans préjuger qu'il soit central ou périphérique. J'ai une autre question, Bernard, dans ce sens-là, tant qu'on parle de rapport VO2 puissance. À ton avis, est-ce que chez les sujets, chez les insuffisants cardiaques, c'est mieux de faire des paliers, des protocoles par palier, ou plutôt des rampes pour estimer, pour espérer avoir un rapport VO2 watt le plus proche possible de la réalité du... Ben, ça dépend ce qu'on veut voir en fait. Mm. Si si tu mets le vainqueur du Tour de France à 150 watts, à 100 watts et un insuffisant cardiaque à 100 watts pendant 5 minutes, ils vont Mm. avoir le même VO2, Ok. le même. Ils vont développer la même puissance mécanique, donc ils vont avoir la même consommation d'oxygène. Donc si on laisse le temps, on a la même valeur. Une des astuces de l'épreuve incrémentale, c'est justement de se mettre dans des situations où on ne laisse pas le temps au VO2 et là où on peut détecter un ralentissement du transport. Ok. Alors, il y aurait une autre façon de faire que les physiologistes canadiens ont fait dans les années 75, et moi je les trouve très intéressantes, mais ça prend plus de temps, c'est de faire des paliers plus longs, mettons de 3 minutes ou 4 minutes, et là on voit effectivement l'augmentation et on voit en combien de temps le VO2 plafonne. Donc s'il plafonne en 3 minutes, ça veut dire que ce n'est pas bon. Si après réadaptation, il plafonne à 2 minutes, là, ça veut dire que le transport s'est beaucoup amélioré. Ok. Et un athlète, il va plafonner au bout d'une minute. Donc ça Alors, dépend ce qu'on veut voir. oui, tout à fait. Alors, une autre question. Hum,
Un instant, oui. D'autres questions, toujours, on parle de la pente VO sur puissance. Donc, faut-il calculer avant le SV1 ou sur toute le FX, c'est-à-dire jusqu'au pic? Ça, c'est une bonne question. Euh, Moi, ce que je fais, j'ai un fichier Excel et je remets les données pour justement pouvoir bidouiller. Et donc, effectivement, ce que je fais la pente VO2 de la fin de l'état stable jusqu'au max. Et effectivement, je regarde si la pente change au cours du temps. Parce que lorsqu'on linéarise tout, on a une moyenne. Mais de temps en temps, en pathologie, normalement, le VO2, c'est linéaire, hein. Puisqu'on Tout à fait. impose une puissance linéaire, on a une augmentation linéaire de VO2. Mais de temps en temps, il y a, notamment pour des raisons ventilatoires, la mesure est leurrée par la ventilation. Si un sujet se met à hyperventiler de manière un peu dysrythmique, des fois le VO2 augmente et ça donne des valeurs fausses. C'est pas que le VO2 augmente en réalité, il n'augmente pas. C'est la mesure qui est fausse. Donc quand on linéarise ça, on écrase ça. Donc, et de temps en temps, ces phénomènes apparaissent surtout quand l'exercice devient un peu difficile. Donc effectivement, moi ce que je fais, je prends la pente, quand la linéarité est belle, je la prends dans sa globalité. Mais effectivement, je regarde de temps en temps, ça arrive que je vois la pente VO2 watts qui baisse. Et là, pour le coup, on voit le pouls d'oxygène qui baisse aussi. Tout à fait. Mm. Et tu sais, Bernard, maintenant, dans la dernière version d'Omnium de notre logiciel, on arrive à faire les analyses de pente sur différentes phases d'exercice. Donc, Bah, c'est ça bien. rejoint exactement Bah, c'est bien. que tu viens d'expliquer. Une autre question, merci pour cette belle... Bon, c'est pas une... c'est pour te remercier. Là, là, on commence avec les Merci. remerciements. C'est Monsieur le prêtre qui te dit merci Bernard pour cette belle présentation. Bonne soirée à toutes et à tous. Je pense, Monsieur le prêtre, il a bien clôturé Bah, c'est ce, bien. Il a ce raison, il a webinaire. clôturé. Donc, bah, parfait. Et juste pour nos chers participants, juste pour les rappeler que mardi 14 octobre, euh, nous aurons aussi l'occasion de discuter une nouvelle fois d'écouter Bernard sur un sujet très passionnant aussi sur la pathologie pulmonaire à l'exercice au-delà de la limitation ventilatoire. Donc, on vous attend en nombreux et on vous dit très bonne soirée et à la prochaine. Je ne sais pas s'il y a Merci à d'autres tous. questions. Merci à tous pour votre intérêt. À bientôt. Merci, à Au revoir, bientôt. Merci Mohamed. Bernard. Au Ciao. revoir.